Si tu as des loyers aussi qui sont moins élevés, tu vas avoir moins de fiscalité qui va être créée sur les loyers que tu vas percevoir. Dans le neuf, ça n'a rien à voir, c'est un marché parallèle. Tu achètes pas à un particulier, tu achètes à un professionnel, à un promoteur. Si on voit que dans une ville, tout le monde est beaucoup plus friand de maisons ou de très grandes surfaces, on ne va pas l'investir dans un studio. Et on regarde aussi les flux migratoires de la ville, on regarde la composition. Les clients se focalisent sur est-ce que je vais trouver un locataire ou pas. C'est la première inquiétude de tout investissement immobilier. Mais il y a une autre inquiétude qu'il faut voir, c'est la revente. On le voit, le problème en général du neuf, c'est que les clients sont collés sur ce bien parce qu'ils ne peuvent pas le revendre, parce qu'ils le revendent moins cher que le prix d'achat. On profite de la réduction d'impôt de l'État et c'est bien mérité aussi parce qu'on participe à la construction de logements neufs dans des zones tendues. Donc l'État offre cette carotte fiscale entre guillemets. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation, un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crée pas mal de débats, puisqu'on va parler de comment réussir sa réduction d'impôt au travers de l'immobilier et s'interroger à savoir si, comme on l'entend souvent, le Pinel est vraiment à éviter. Est-ce que c'est vraiment un investissement de merde, comme disent beaucoup de personnes? On va rentrer dans le vif du sujet, franc jeu. On va vous dire les pièges à éviter, ce qu'on en pense vraiment, même si si mes invités et moi-même en proposons, en commercialisant certains. Donc aujourd'hui, je reçois donc Léonard Fontaine et Maxime Lartigou de Novalia Patrimoine, et non pas Novalia Finance. J'ai failli faire l'erreur. Exactement. Exactement. Bon, Merci bonjour Yoann, merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous recevoir, et sachant qu'une fois n'est pas coutume, donc je reçois des confrères, puisque vous êtes confrères, et notamment on va discuter du coup, comme vous l'avez compris, d'immobilier, et notamment du Pinel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez présenter Novalia aux auditeurs et votre parcours, chacun à son tour? Voilà. Je vais peut-être commencer. Ouais, vas-y. On est un cabinet en gestion de patrimoine, comme le tien. On a plusieurs domaines d'expertise. On fait de l'immobilier, c'est pour ça qu'on est là, mais on fait aussi également des placements financiers en France, au Luxembourg aussi. On a un domaine juridique et fiscal. Moi, je suis fiscaliste de formation, si tu veux. Et également, on conseille un petit peu sur l'art. Alors, on a des placements alternatifs dans l'art. Et on est tous les deux associés et fondateurs. Je laisse peut-être Léonard de Novalia Patrimoine. Bah, écoute, moi je viens d'un domaine plutôt financier, donc c'est pour ça qu'on est assez complémentaires. Ouais. Et puis qu'on a décidé de se lancer parce que tous les gros cabinets, les grosses usines où les clients sont des numéros, on s'est dit qu'on pouvait peut-être mieux faire et transformer un petit peu ce système. Ok, ouais, je pense que c'est clair. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet de l'épisode, on va parler de Pinel. On arrive en fin d'année où aujourd'hui tout le monde a reçu
sa note fiscale. Voilà, tout le monde. Et les gens cherchent à réduire leur impôt. Est-ce que vous pouvez brièvement, et après on rentrera dans le détail, nous décrire un petit peu le dispositif Pinel? Déjà, reprendre ce que c'est le Pinel. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Alors c'est très simple, en tout cas d'un point de vue fiscal. Après on va voir les détails qui sont un peu plus compliqués. D'un point de vue fiscal, vous faites un investissement dans des zones tendues. Donc, le Pinel est zoné, il y a la zone Abyss, Paris et communes limitrophes. Vous avez la zone A, c'est grosso modo le reste de l'Île-de-France urbanisée, Côte d'Azur et frontière franco-suisse. Et vous avez la zone B1, qui est les grandes métropoles, Bordeaux, Toulouse, etc. Après, il y a d'autres zones, mais bon, en général, on ne fait pas de Pinel dans les autres zones. Vous faites un investissement. Tu veux dire que tu ne proposes pas dans ces zones? Voilà. C'est A, Abyss et B1. Après, vous avez la B2, qui est les grandes métropoles, hein, grosso modo. Mais même la B2, maintenant, il n'y a pas. Il faut qu'il y ait un arrêté préfectoral, etc. Donc, et ça a été, entre guillemets, les zones ont été changées. Ça a été recentré depuis tous les dispositifs de défiscalisation qui se sont succédés. Exactement. Il y a bien sûr un recentrage des zones, parce qu'on a vu aussi les déboires de la défiscalisation. Il y a eu quelques ratés. C'est une grosse critique aussi qu'on va évoquer. Exactement. Du coup, si tu veux, tu as 2% de réduction d'impôt du montant du bien plus des frais de notaire par an pendant 6, 9 ou 12 ans, sauf que de la 9e à la 12e année, tu n'as plus que 1% de réduction d'impôt. Je prends un exemple, tu achètes un bien à 200 000 euros, frais de notaire compris, tu as 4 000 euros de réduction d'impôt par an pendant 9 ans. Voilà, pendant 9 ans, chaque année. Et de la 9e à la 12e année, tu n'as plus que 2 000 euros de réduction d'impôt. D'accord. En contrepartie, évidemment, les loyers sont plafonnés en fonction de ces fameuses zones. Et tu ne peux pas dépasser 300 000 euros de Pinel par an et 5 500 euros du mètre carré. D'accord. Voilà. Pour que ça soit clair, donc tu peux avoir 2% de 300 000 en réduction d'impôt, voilà, donc maximum jusqu'à 6 000 euros de réduction d'impôt par an. Et tu as aussi le plafonnement des niches fiscales jusqu'à 10 000 euros. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire en 2020 avoir fait 300 000 x 2, 6 000 euros de réduction d'impôt et faire la même chose en 2021 parce que ça t'amènerait à 12 et tu es plafonné à 10. Exactement. Donc, tu es plafonné à 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros de niche fiscale. Tout en sachant que dans le plafond des niches fiscales, on n'a pas que la réduction d'impôt Pinel, il y a aussi les réductions d'impôt liées aux employés de maison, femmes de ménage, garde d'enfants, donc qui aussi viennent gréver le. Donc il faut faire, c'est une première recommandation. Là, on peut en faire des recommandations, on n'est pas dans un produit CIF et financier, contrairement aux épisodes sur les produits financiers. Première recommandation, c'est de faire attention du coup à bien voir l'emprise des dons, des nounous sur sa disponibilité fiscale, entre guillemets, parce que sinon la réduction d'impôt Pinel va être en partie rongée par ce disponible fiscal qui est déjà moindré. Bien sûr, donc c'est aussi c'est ce qu'on réalise lors de l'audit, lors du premier rendez-vous avec un client ou lorsqu'on fait des rendez-vous avec des clients déjà existants, on vérifie qu'il n'y ait pas eu de nouvelles réductions d'impôts, parce que la naissance d'un enfant ou autre, parfois on n'a pas le temps de suivre chaque famille, chaque naissance, donc il faut se mettre à jour avec les clients et vraiment vérifier qu'ils ont encore tous leurs plafonds disponibles. Exactement. Okay. En plus, c'est une réduction d'impôt. Donc ça veut dire que si, imaginons, le client paye 5 000 euros d'impôt, vous avez 6 000 euros de réduction, il y a 1 000 euros qui sont perdus. Ce n'est pas un crédit. D'accord, donc il faut véritablement calibrer par rapport à la somme d'impôt due, son opération. Donc tu disais du coup que c'est de l'investissement dans le neuf. C'est que dans le neuf, voilà, donc sur plan. D'accord. En VFA, VFA, et il y a une subtilité, c'est de la location nue. VFA, tu peux définir pour les... Ouais, c'est de l'achat sur plan. C'est de la vente en état futur d'achèvement. Exactement. Voilà, si on voulait faire tous les acronymes... Voilà. Et donc du coup, tu achètes sur plan, tu vas avoir un délai de livraison à peu près de combien de temps ? 2 ans. En général, c'est 2 ans. La moyenne aux alentours de 2 ans. Après, il peut y avoir des retours de l'eau. Mais bon, il faut toujours se méfier des retours de l'eau. Un petit point de vigilance supplémentaire, parce que bon... En général, le retour de l'eau, c'est un client qui n'est pas finançable. En général, la banque, c'est 6 mois. Pour avoir un financement, en tout cas, c'est 6 mois. S'il y a un retour de l'eau au bout de 2 ans,
en général, on se rend bien compte que c'est pas vraiment un retour de lot, c'est plutôt... C'est des promoteurs qui avaient du mal à vendre les derniers lots. Donc, nous, après, on a des partenaires de confiance. Donc, ils ne vont pas nous appeler pour nous dire j'ai un retour de lot, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Mais effectivement, il faut se méfier. On a déjà rencontré des prospects, clients, qui nous ont dit voilà, je pensais faire une super affaire. J'ai eu un retour de lot, je suis passé en direct avec le promoteur, donc avec le commercial du promoteur, et non un conseiller indépendant. Et au final, on se rend compte que bizarrement, la loi Pinel, puis la loi Pinel n'a pas très bien marché, parce que quand on a un bien de piètre qualité ou un mauvais emplacement... donc pour revenir un petit peu sur cette idée de zonage, la zone va déterminer ton plafond de loyer. Exactement. Donc si tu peux à peu près nous donner les plafonds de loyer et peut-être donner aussi des villes qui parlent aux gens par rapport aux différentes zones. Ouais, écoute, sur la zone Abyss, on est plutôt entre 16 et 18 euros du mètre carré. Alors toujours à appliquer, il y a un coefficient de pondération qu'il faut appliquer selon les communes. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul, mais il ne suffit pas juste de faire 17 fois le nombre de mètres carrés. Il faudra aussi regarder avec le coefficient de pondération. Sur la zone A, du coup, on est plutôt entre 12 euros. Je te coupe, Abyss, on va retrouver Paris. Exactement, comme ce que Maxime avait expliqué, voilà, sur les zones... l'approche banlieue parisienne, ok. Voilà. Donc la zone A, c'est entre 12,50 et 14 euros du mètre carré, location toujours. Et donc là, c'est pareil en ville, on va avoir quoi? Du Montpellier, la région parisienne, deuxième couronne. Du 93 aussi, enfin pas tout le 93, mais une grosse partie du 93. Tu vas avoir plein de villes, on va pas toutes les citer. Mais pour les grosses métropoles. Tu vas avoir des grosses métropoles. On aura aussi la banlieue lyonnaise. Voilà, la frontière franco-suisse. Exactement. D'accord, on va parler un petit peu de ce marché-là un peu plus tard. Un marché très spécial. Donc là, tu disais, tu es à combien du mètre carré sur la zone A? Donc sur la zone A, c'est entre 12,50 euros et 14 euros du mètre carré. Parce qu'il y a une petite subtilité aussi. On a le ratio national, mais il y a certaines villes qui appliquent leur propre plafond. Donc il faut vraiment checker tout ça. Par exemple, à Saint-Ouen, tu es en zone Abyss, mais il y a un plafond restreint. Restreint, voilà. Encore. D'accord. Et zone B1? Et la zone B1, écoute, on est autour de 10 euros, 10,50 euros du mètre carré. Donc là, on va avoir la banlieue bordelaise, même Bordeaux-Centre. Bordeaux-Centre. Exactement. On va avoir des villes de plus de 200 000 habitants. Lille, voilà. Tu as du Rennes, tu as du Nantes aussi. Donc, moi, la question que je me pose et que j'invite les auditeurs à se poser, c'est que si on compare, tu parlais de Bordeaux, c'est une ville que je connais bien, on va avoir un prix au mètre carré qui est aux alentours de quoi, 4500, 5000 du mètre? Ouais, même un peu plus dans le 9. Bordeaux-Centre, ça peut être 6000. Donc là, en zone B1, ça veut dire que, grosso modo, pour, on va dire, 40 mètres carrés que je vais payer entre 200 et 250 000 euros, je vais avoir à peu près à la louche, même s'il y a le coefficient, le parking, tout ça, aux alentours de 450 euros de loyer plafonné. Exact. En plus, c'est un truc hyper intéressant que tu as dit là, c'est le parking. Ouais. Le plafond de loyer, donc la superficie de l'appartement est comptée, les surfaces annexes, type balcon, terrasse, etc., avec un coefficient, mais le parking ne compte pas dans le plafond Pinel. Donc en gros, que tu loues ton appartement avec ou sans parking, le plafond sera le même. C'est pour ça que c'est des gens qui nous écoutent. Peut-être de faire chez le notaire, tu sépares les lots. Donc simplement, alors c'est pas deux actes différents, c'est juste séparer les lots. Et tu fais deux baux différents. Voilà, et tu fais deux baux différents. Exactement. Comme ça, tu peux déplafonner. Un bail pour l'appartement et un bail pour le parking. Ouais, exactement. Et ça, comme ça, tu déplafonnes le loyer Pinel. Tu améliores la rentabilité déjà du Pinel. Bon, évidemment, faire attention des loyers dans l'ancien. Il ne faut pas dépasser non plus les loyers pratiqués librement. Parce que là, pour le coup, ta location ne sera pas intéressante. D'accord. Je reviens sur le zonage. Donc cet exemple de B1 Bordeaux à 5000 du mètre, on va être finalement au même prix de... Je suis désolé pour les gens qui ne connaissent pas la région parisienne, mais en zone Abyss, du Asnières, qui va, Léonard, tu disais, être en Abyss, donc à 17 euros du mètre carré, sur un prix d'achat qui est à peu près équivalent. Exactement. Exactement. Du coup, tu vas avoir un rendement qui est faible. Sur les zones B1, tu as un rendement immobilier, si on enlève la réduction d'impôt, tu parles de rendement pur, tu as un rendement entre 2,5 et 3,5, pas plus. D'accord.
Donc, il faut aussi faire attention. C'est pour ça qu'à la limite, faire un mauvais Pinel, ça peut paraître très simple, parce que j'achète un appartement, ok, j'ai de la réduction d'impôt. Mais finalement, et on va voir ça, que moi, ce que je dis aux clients, moi, comme vous le savez, on a toujours été franc sur ces sujets, je ne suis pas un gros fan de ce genre de dispositif immobilier avec défiscalisation, mais on s'aperçoit qu'il y a une dizaine de pourcents du marché qui sont vraiment viables. Ouais. Et notre métier, c'est d'aller sourcer avec ces critères-là, qui peuvent être un casse-tête pour le client qui n'est pas au fait, c'est d'aller sourcer les opérations qui tournent vraiment, parce qu'il y a des grosses critiques. J'écoute des podcasts régulièrement de confrères et de consoeurs qui tapent sur le Pinel, mais on tape systématiquement sur la mauvaise opération, c'est-à-dire du Toulouse en B1 à 10 € du mètre carré, acheter 5 000 € du mètre. Ça. Et encore si c'est que la rentabilité, mais on peut avoir autre chose aussi comme mauvaise opération. Donc c'est pour ça. On va lister un petit peu tous les points de vigilance. Donc là, c'est véritablement faire attention sur ton choix de zonage et d'investissement, rapport prix au mètre carré, donc, et surtout la zone privilégiée Abis A pour avoir le plus de loyers possible. Exactement. Ou une zone B1, mais avec des prix qui sont raisonnables en termes de prix. Ils sont raisonnables, ça c'est notre stratégie. Ouais. Effectivement, il y a toujours aussi, il y a encore des prix raisonnables en zone B1. Il y a aussi notre approche à avoir par rapport à ce zonage, c'est que forcément, si tu as des loyers aussi qui sont moins élevés, tu vas avoir moins de fiscalité qui va être créée sur les loyers que tu vas percevoir. Et parfois, tu vas te rendre compte que du coup, tu auras plus de réduction d'impôt en allant sur une zone B1 qu'en allant sur une zone A ou une zone Abis, parce que tu auras plus de loyers encaissés sur de la A ou de la Abis. On va parler un petit peu, on va faire le net et ce qui ça c'est hyper intéressant. On va revenir sur cette notion de fiscalité. Autre point que détermine le zonage, pour finir avec le zonage, c'est aussi les ressources du locataire. Bien sûr. Exactement. Sur de la zone A, par exemple, c'est 35 000 € pour un célibataire, du coup le double pour un couple. Mais après, plus tu descends en termes de zone, forcément, plus les ressources... Pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire qu'on ne peut pas louer à n'importe qui un investissement Pinel. Il doit avoir des ressources qui sont limitées. Exactement. N-2, c'est-à-dire les revenus 2 ans en arrière, qu'on va regarder, et que si on s'aperçoit que vous n'avez pas respecté ce critère-là, vous pouvez avoir une requalification fiscale et les impôts récupèrent l'intérêt fiscal que vous avez gagné sur les années où le locataire est en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pinel, c'est du logement intermédiaire, en fin de compte. Oui, c'est pour subvenir et permettre à des gens qui ont trop de revenus pour être dans le logement social, mais peut-être pas assez pour être dans les logements privés, dans le marché privé, de pouvoir se loger décemment. Exactement. Et d'ailleurs, il y a du Pinel avec du logement social des fois aussi. Oui. On en reviendra. Mais, sur la réduction, les revenus des locataires, tu disais 3 000 pour en zone Abis pour une personne célibataire, c'est ça? 35 000. On a 35 000. Oui, j'étais par mois, donc c'est ça. 35 000. Voilà, et après, quand à deux, le couple, c'est plus, évidemment. Et après, par enfant qui sont dans le logement, à charge, on augmente ce plafond. Exactement. Il y a un gros écart pour que les auditeurs, moi je le sais, je joue un peu bien sûr. Je vous pose des questions, mais pour que les gens et que le dialogue soit sympa. Quel est l'écart sur les autres zones? Par exemple, parce que 3 000... on va parler en annuel, 35 000 pour un célibataire. Dans certaines zones, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, après, forcément, plus tu descends, moins c'est important. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce type de plafond, c'est qu'il ne faut pas passer forcément tout seul. En tout cas, il faut bien regarder ce que gagne le locataire 2 ans avant. On peut passer par une agence, on peut faire confiance à un conseiller en gestion de patrimoine aussi pour analyser la situation. Mais c'est vrai que c'est un point essentiel. Si les plafonds ne sont pas respectés, c'est requalification immédiate. D'accord. Donc ça, il faut gros point de vigilance. Mais les plafonds sont larges quand même. Sur de la zone A et sur de la zone Abis, il n'y a pas de souci. 35 000
pour un célibataire, c'est quand même assez. Oui, les solvables, il n'y a pas de sujet. Il n'y a vraiment aucun sujet. Du coup, on parlait un petit peu des prix. La grosse critique qu'on entend sur le Pinel, c'est que grosso modo, il y a tellement d'intermédiaires, dont nous, conseillers en gestion de patrimoine, qui se gavons. Et du coup, je ne sais pas si on se gave forcément. Hein, mais... Voilà, non, mais c'est la critique qu'on nous fait. On va un petit peu expliquer le modèle économique qu'il y a derrière. Mais du coup, on est sur des prix qui peuvent paraître élevés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce comparatif prix du neuf, prix de l'ancien, même si là on sort un petit peu du Pinel parce qu'on peut acheter sa résidence principale dans le neuf, on peut faire du LMNP dans le neuf, on n'est pas forcément... On peut acheter pour faire de la location classique voilà, dans le neuf aussi. Il y a un hein. amalgame de gens qui disent je compare le Pinel. J'ai vu notamment on les salue, nos amis de chez Bivouac, mais qui vendent de l'ancien, qui ont posté sur LinkedIn un comparatif qui allait dans leur sens un petit peu. Je trouve pas hyper objectif, mais c'est pas grave. Moi, je peux me permettre d'être objectif, je vends à la fois de l'ancien, je gagne ma vie sur l'ancien et sur le neuf. Donc je suis libre de tout vous dire. J'ai pas de conflit d'intérêt sur ces sujets. Mais parce que quand on parle de Pinel, souvent on dit Pinel versus LMNP, ce qu'on va comparer, c'est du neuf versus l'ancien. Est-ce que comment vous analysez un petit peu ces grilles de prix ? Alors déjà, comme tu l'as bien dit, hein, le neuf, c'est pas forcément que du Pinel, hein, heureusement d'ailleurs. Le neuf est plus cher que l'ancien. Ça, je pense que c'est indéniable. Ça sert à rien de le nier parce que c'est la vérité. Alors, je vais te contredire juste après, mais vas-y. Après, en termes de prix au mètre carré pur, après, il faut voir les prix. Il faut voir que les frais de notaire, évidemment, sont plus élevés dans l'ancien, entre 7,5 et 8, versus dans le neuf, entre 2,4, 2,7 à peu près. Hein, c'est à peu près ce qu'on retrouve en termes de frais de notaire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, quand tu disais qu'il y a des intermédiaires qui prennent des commissions, oui, hein, en tant qu'agent immobilier, on peut prendre des commissions en gestion de patrimoine, mais le prix reste le même que si vous passez avec un commercial en bulle de vente. C'est exactement la même chose. Les gestionnaires de patrimoine ou même les agents immobiliers ne prennent pas de surcommission sur la vente de Pinel. Oui, c'est simplement en fait le promoteur qui va diminuer sa marge pour avoir de la prescription externe. Exactement. Parce que quelqu'un, vous êtes à Paris, mais par exemple, vous pouvez avoir un client de Nice, qui habite Nice, et qui ne connaît pas forcément la région parisienne, et par un promoteur, il ne serait jamais passé par ce qu'on appelle la bulle de vente du promoteur. Et grâce à vous, un promoteur peut commercialiser des lots à des gens qui ne sont pas sur place. Exactement. Et eux, du coup, au lieu de payer en plus des salariés chargés, ainsi de suite, pour commercialiser et faire la vente et les deals, de conclure les deals, ils vont préférer donner un petit peu de marge. Donc c'est pour ça, on est financé dans l'opération. Bien sûr, c'est pour ça. Après, si on parle du prix pur, hein, donc c'est un peu plus cher en général. Alors ça dépend dans quelles conditions, mais sur le prix au mètre carré, en général, quand on fait la moyenne du prix au mètre carré du neuf versus de l'ancien, on tombe sur un prix un peu plus cher. Donc il y a des raccourcis. En pourcentage, c'est quoi, 10, 15, 20 Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%. Ouais. Bon, des fois plus, mais là, ça sert à rien. Ce qui est énorme, ok. Ce qui est énorme, mais il faut quand même toujours rapporter à ce qu'on a pour le prix qu'on achète. Ça, c'est important. Donc déjà, les normes énergétiques n'ont rien à voir, les frais de notaire n'ont rien à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une transaction dans l'ancien, déjà, c'est une négociation entre deux particuliers. Voilà. Deux particuliers, un acheteur, un vendeur. Il y a un agent immobilier qui essaye de faire le mix entre les deux et la négociation. Mais c'est une négociation, comme j'ai dit. Donc des fois, il y a des risques de vente. Des fois, le particulier doit vendre rapidement parce qu'il y a un décès, malheureusement, une succession. Et tu peux avoir des bonnes affaires dans l'ancien. Dans le neuf, ça n'a rien à voir, c'est un marché parallèle. Tu achètes pas à un particulier, tu achètes à un professionnel, à un promoteur. Promoteur qui achète son terrain, tous les pré-bilans sont financés, etc. Le prix d'achat est calculé pratiquement à l'euro près. Hein. Le dernier étage plein sud va coûter beaucoup plus cher en termes de mètres carrés proportionnellement que le rez-de-chaussée plein nord, parce qu'il sait que le promoteur sait qu'il le vendra plus facilement. D'ailleurs, après, le client particulier le revendra plus cher aussi. Hein. Donc, tu l'achètes plus cher, mais tu le revends plus cher. Et le rez-de-chaussée plein nord
tu l'achètes moins cher, mais tu le revendras moins cher après par la suite. Donc il n'y a pas forcément, en termes de prix au mètre carré, il n'y a pas de bonnes affaires possibles quand tu passes directement avec bonnes affaires possibles dans le neuf, parce qu'il n'y a pas de négociation en réalité avec le promoteur. Bon, des conseillers en investissement comme nous, quand on propose des opérations, que ce soit en loi Pinel ou même en investissement ancien ou neuf, surtout le neuf d'ailleurs, on va plutôt essayer d'aller jouer sur les frais de notaire, sur les cuisines équipées, le remboursement des frais intercalaires. Dans l'ancien, ce sera autre chose. On va jouer le rôle de négociateur avec le particulier. Mais sinon, c'est plutôt des petits suppléments qu'on va essayer de négocier. Ce que moi, il faut savoir, c'est que c'est mon jargon. Hein. C'est que quand on fait véritablement ce comparatif, il faut comparer le prix au mètre carré chargé. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas le prix au mètre carré que vous allez voir chez les notaires, sur les sites des notaires, des transactions, ou à minima dans une vitrine d'un agent immobilier. Pourquoi ? Parce que dans l'ancien, ce qu'il faut prendre, c'est le prix du mètre carré ancien, plus le prix de commissionnement de l'agent immobilier, bien sûr, voilà, qui est déjà compté dans le prix du neuf, puisque c'est ce qui nous rémunère, plus les frais de notaire de 8%, plus les travaux pour comparer des choses comparables avec du neuf, donc on ne peut pas comparer du neuf et du neuf, donc au moins de l'ancien rénové versus du neuf, pour comparer, tu parlais de normes énergétiques. Exactement. Et ainsi de suite. Donc quand on passe, moi je le dis souvent, si vous avez un écart, je vais prendre des chiffres plus sur Paris, mais si vous avez un prix moyen de l'ancien qui est à 10 000 €, allez, on va dire sur le neuf, vous avez 12 000 €. 10 000 l'ancien, 20% de plus le neuf, ou 12 525, voilà. C'est simplement pour la démonstration. Sauf que si on part du principe que dans les 10 000, j'ai rajouté 500 € du mètre carré pour payer l'agent immobilier, ou peut-être 300, je vais rajouter 800 € du mètre carré pour payer mes frais de notaire. Donc déjà, je passe réellement 11 300 en moyenne. Je rajoute, je ne sais pas, 500 € par mètre carré de rénovation, je retrouve mes 12 000. Ça. Et tu sais, souvent, voilà, en rendez-vous avec des clients, quand on voit qu'il y a un peu ce sujet comparatif neuf et ancien, on prend comme exemple voilà, un lot qui serait donc similaire, hein, on va dire même localisation, même taille, mais un qui est dans l'ancien, un dans le neuf. Du coup, on en a un donc, qui sera à 150 000 dans l'ancien, et puis voilà, pour voir un peu gros, le même lot à 200 000 € dans le neuf. En réalité, tu t'aperçois que quand tu rajoutes effectivement... Ça, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat. Prix d'achat classique, 150 000 anciens, 200 000 € pour le neuf. Vraiment, le même typologie de lot, tout pareil. En réalité, tu vas rajouter, tu le prends sur une durée de vie de 10 ans. Dans l'ancien, tu vas remettre à peu près 10% du prix d'achat dans des charges de copro, dans des rénovations. On ne sait jamais, il suffit de réparer une toiture, mettre en place un ascenseur. Le chauffe-eau. Tu peux regarder les PV d'AG des copros avant, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer derrière. Donc, quand tu rajoutes ça, quand tu rajoutes les 8% de frais de notaire, quand au final, tu rajoutes seulement 2,5% de frais de notaire dans le neuf, que tu déduis aussi, parce que tu as quand même une aide de l'État, tu déduis quand même la réduction d'impôt. Imaginons que tu te sois engagé sur 12 ans, tu déduis 12% du montant du bien également, parce que ça, c'est l'État qui te le paye. Mais ça, à la limite, je ne voudrais pas le mettre dans le calcul pour que ça soit juste la cerise sur le gâteau. C'est simplement comparer. Là, on sort un petit peu du Pinel, comparer. Je veux acheter ma résidence principale, mettons, dans le neuf, et en face, j'ai de l'ancien. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de se dire... Même sans mettre la réduction d'impôt, au final, tu te rends compte que les prix s'équilibrent en réalité. Les prix s'équilibrent facilement parce que les charges peuvent monter très vite dans l'ancien. Il ne faut pas avoir un prisme. C'est vrai que nous, en général, quand on n'est pas averti, on regarde les prix au mètre carré, prix au mètre carré, prix au mètre carré. Il ne faut pas avoir un prisme comme ça forcément dans le neuf, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui s'induisent en erreur à force de faire ça, parce qu'ils vont comparer deux promoteurs, deux programmes, avec, disons, des terrains qui valent le même prix. Il y a un prix qui va être beaucoup moins cher en termes de prix au mètre carré. Ils vont se diriger forcément vers ce promoteur. Ce qui souvent est faux, parce que quand on regarde la notice descriptive, donc en gros les éléments de travaux, on se rend compte que ils ont rogné, le parquet, ils ont rogné sur les éléments de construction, ils ont énormément rogné sur la qualité de construction, et c'est pour ça que le prix est moins cher. Et au final, c'est pas la marge des promoteurs qui change, parce que tous les promoteurs prennent en général la même marge. D'accord. Et surtout, pour revenir sur ce débat, donc on est plafonné à 300 000 €, et ça fait un lien avec la notion de prix. Un premier tips qu'on peut donner aux auditeurs, c'est que moi, je pense que
finalement, le Pinel ne s'adresse pas à tout le monde. C'est que les gens qui ont fait des grosses erreurs au Pinel, dans le Pinel, c'est qu'ils sont souvent partis sur des typologies trop petites. Et on s'aperçoit, je suis désolé s'il y a des promoteurs qui nous écoutent et que je cherche des sponsors pour la saison 2. Donc je vais dire ce que je pense de manière en étant diplomate. Si un promoteur souhaite... attention quand même. On travaille avec beaucoup de promoteurs, donc voilà. pas mal. Non, mais clairement, après, ils vont le reconnaître, c'est que plus on va chercher des typologies élevées, moins la marge du promoteur est importante. Pourquoi je donne toujours cet exemple en clientèle ? C'est que tu prends une ville qui vaut 4 000 € du mètre carré. D'accord ? Tu vas partir sur, on va dire, un 25 mètres carrés, un studio de 25 mètres carrés, donc qui va valoir réellement dans le marché 100 000. D'accord ? Si tu veux le vendre 120 ou 130 000 parce que tu as de la marge, intellectuellement, si tu fais un financement sur 25 ans, ton effort d'épargne va très faiblement augmenter. Donc, tu prends un bon commercial qui a de la tchatch, qui te fait un joli tableau Excel, ainsi de suite. Tu peux te laisser te faire avoir si tu n'es pas vigilant en tant qu'investisseur. En revanche, sur les très grandes surfaces, tu fais la même chose avec un 100 mètres carrés que tu vas payer 400 000 €. Le vendre 500 000 €, personne ne fait avoir entre un bien à 400 et un bien à 500. Donc, les promoteurs vont avoir beaucoup plus de difficultés à mettre de la marge sur les grandes typologies. Et moi, la question que je me pose, c'est que oui, c'est plafonné à 300 000 €, mais au final, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ces 300 000 €? Contrairement, moi, je me bats avec des clients où les banquiers leur ont dit le contraire. Mais monsieur le banquier, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, mais 300 000 €, si je vais au-delà de 300 000 €, ok, je ne serai pas optimisé fiscalement, idéalement, mais par contre, économiquement, je peux faire chuter mon prix au mètre carré. Exactement. Après, c'est vrai que sur les petites typologies, je te rejoins, donc c'est plus cher en termes de prix mètre carré, bon, on l'a tous remarqué, mais également parce qu'il y a beaucoup plus de demandes aussi. C'est beaucoup plus simple de vendre un studio que oui, c'est l'offre et la demande si je peux me permettre qui aussi, fait la grille du promoteur aussi. C'est pas que dans le neuf qu'on voit ça. Oui. Des chambres de bonne à Paris à 17 000 € du mètre, on en a vu aussi. Pour 300 mètres carrés, il aura du mal à partir à 17 000. Bien sûr. Mais je te rejoins totalement là-dessus. Et évidemment que, de toute façon, la réduction d'impôt, il faut prendre ça comme une cerise sur le gâteau. La Pinel, la loi est bien faite sur le papier, on a déjà discuté, mais il faut prendre ça comme un achat d'un appartement classique pour pas se planter. Pour pas se planter, il n'y a que ça. Et limite, les simulations financières, faut les faire après. Il faut d'abord se focaliser sur l'appartement. Sur dépasser 300 000, évidemment que ça peut être intéressant dans certaines localisations. Dépasser 5 500 € du mètre carré, parce que c'est aussi possible. T'achètes un appart à Clichy, tu dépasses. Pour rassurer, pour augmenter la valeur patrimoniale du bien aussi, dans une stratégie un peu plus patrimoniale. Moi, j'en veux pour preuve, bon, maintenant ça remonte à 4-5 ans, mais un client voulait absolument du Bordeaux Centre. Finalement, on est parti sur quelque chose à plus de 340 000 € parce qu'il a 90 mètres carrés et une terrasse de 30 mètres carrés en rooftop. Mais ce que je veux dire par là, et quand on fait les calculs et qu'on se dit, pour avoir la même chose dans l'ancien à Bordeaux, sur la même zone, avec des frais de notaire, un agent immobilier et un petit peu de travaux, en fait, on était moins cher dans le neuf. Oui, en plus, c'est exactement... Voilà, il y a des anomalies de marché et notre job sur ces métiers-là, c'est pas d'aller refourguer n'importe quel Pinel à un client pour faire une vente. Et à la limite, ils n'ont pas besoin de nous pour faire de mauvais Pinel. Ouais. Et comme moi, vous devez faire les audits et voir des catastrophes. Voilà. C'est juste d'aller chercher ces anomalies de marché et au final se dire que là, oui, le Pinel, c'est pour ça que moi je disais, j'en sais rien, c'est pas scientifiquement prouvé, mais qu'il y a à peu près 10% des opérations qui tournent réellement. Et on a également les mêmes stats. On le dit différemment. On dit qu'il y a 90% de ce qui est disponible sur le marché qui est bon à mettre de côté. Et aller sourcer les 10%. Voilà. Donc, on peut quand même travailler sur 10%. Il y a énormément de lots qui sont vendus. En plus, tu rajoutes à ça, là, juste pour finir sur le comparatif neuf-ancien. Sur le neuf, en ce moment, ça t'a pas échappé. Tu as une augmentation des coûts de construction.
qui est assez importante. Moi voilà. qui suis en plein travaux, c'est une... c'est pour ça que tu as des pénuries, tu as des ruptures de stock. Du coup, les promoteurs ne se sont pas gênés pour répercuter les coûts sur le particulier, ce qui est normal. Hein. Bien sûr. Mais les prix du coup des biens sur certains promoteurs ont augmenté entre 10 et 15%. Donc tu as une augmentation importante. Tu as une diminution du nombre de Pinel et de logements neufs en général. Et tu as une demande qui est toujours aussi importante. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a un marché qui est très serré sur du neuf et on peut travailler que sur une faible proportion de programmes. Et c'est vrai que... Il y a une grosse freine au niveau des permis de construire aussi. En plus, et les promoteurs en 2021 ont fait très peu de marge parce qu'ils ont vendu sur des prix coûts de matériaux moins élevés. Avec les coûts maintenant, je crois qu'on est à 3,5% de marge cette année sur les promoteurs. Bon, ce qui est très faible par rapport aux autres années. Ok. Donc, pour résumer, Pinel, on peut avoir jusqu'à 6 000 € de réduction d'impôt. On est plafonné, on ne peut pas aller à plus de 10 000 € de réduction d'impôt Pinel. Voilà. On faut faire attention dans les communes qui sont à plus de 5 500 € du mètre carré. Autre point de vigilance que vous voyez ? Sur du Pinel ? Oui. Il y a pas mal de points. Allez, on est parti. Il faut quand même respecter un cahier des charges sur du Pinel pour éviter de se planter, pour éviter de faire comme les anciennes d'Eurobien à 20 km de Béziers, ou je raconte Béziers, hein, mais dans des endroits comme ça, louables. Déjà, il faut faire une analyse de la macroéconomie de la ville. Donc ça, c'est important. Ces bateaux, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un truc tout bête, d'aller en mairie pour demander les PLU. D'accord. C'est bête, c'est ce qu'on fait pour nos clients, parce que c'est souvent dans des quartiers en réhabilitation, le neuf, souvent de volonté communale. Quand vous voyez un appartement, enfin un programme neuf, il n'y en a pas qu'un. En général, il y en a une ribambelle qui sort de ce quartier. Et c'est d'aller voir les PLU pour voir d'ailleurs les permis de construire qui ont été accordés, voir comment va évoluer le quartier, voir aussi se projeter dans les zones constructibles. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup de ZAC en Pinel. C'est ça. Et là, il faut faire très, très, très gaffe. Et qu'on peut voir des champignons qui poussent, comme certaines zones, notamment, je pense à Toulouse, au nord de Toulouse, où effectivement... c'est une catastrophe. Après. Et on se retrouve le premier immeuble, et il y en a 4 autres. Et vous êtes en travaux perpétuels pendant 9 ans. Et le problème, c'est que la Pinel, il faut voir... Donc, en général, les clients se focalisent sur est-ce que je vais trouver un locataire ou pas. C'est la première inquiétude de tout investissement immobilier. Mais il y a une autre inquiétude qu'il faut voir, c'est la revente. On le voit, le problème en général du neuf, c'est que les clients sont collés sur ce bien parce qu'ils ne peuvent pas le revendre, parce qu'ils le revendent moins cher que le prix d'achat. Donc c'est là où il faut faire une analyse, un cahier des charges avant. Donc allez voir les PLU, c'est gratuit en mairie, vous allez attendre 30 minutes parce qu'ils sont toujours très longs, voire plus, mais c'est gratuit, vous pouvez voir les zones constructibles, combien d'étages ils peuvent monter. C'est tout bête, mais c'est important. Sur le programme en lui-même, analysez la notice descriptive. Le promoteur est dans l'obligation de nous donner la notice descriptive, même si on se renseigne sur un lot. Donc là, il faut l'analyser, il faut voir quel est le prix que j'achète, parce que j'achète peut-être un peu plus cher que l'ancien, mais est-ce que c'est à juste titre ou pas ? Donc les matériaux de construction, les finitions de l'appartement. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être forcément un énorme spécialiste du BTP. Hein. Quand vous voyez que vous avez du lino au sol, bon, déjà versus du parquet massif. Voilà, vous doutez bien que, en tout cas, le reste du gros œuvre va suivre. Hein, c'est logique. Il n'y a pas de secret. On est sur du coup, on disait 300 000 €. Donc, on a vu point de vigilance les prix. Donc, peut-être acheter plus grand et des montants plus élevés que ce qu'on pense, et qu'il faut bien faire attention à l'effort d'épargne. Si au niveau bancaire, au niveau d'endettement, tout ça passe, ça également. Bien évidemment. Mais regardez effectivement que parfois, un mauvais Pinel à 250 000 € peut coûter plus qu'un bon Pinel optimisé à 300 000 € en effort d'épargne. Ouais, exactement. Alors après, évidemment, hein, comme tu le dis justement, il faut faire quand même attention sur le taux d'endettement. On sait que les banques... sont en train de rétrécir encore tout ça. 35% aujourd'hui. 35%, et j'ai entendu là que c'était plus du tout... ça commence à être vraiment bloqué à 35%. Donc il faut quand même faire gaffe sur ce fameux taux d'endettement, pas forcément pousser si on n'a pas les moyens. Mais effectivement, hein, sur une surface familiale, en plus, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, mais sur une surface familiale, forcément, il y a moins de turnover.
sur les petites surfaces. Donc aussi, il y a une certaine sur un T3, tu as un panel de locataires plus large. Tu peux avoir le célibataire qui gagne correctement sa vie, si on est surtout en abysse. Bien sûr. Tu peux avoir le couple qui envisage d'avoir couple avec enfants, des couples jeunes qui se projettent à avoir des enfants, donc qui vont rester encore plus longtemps dans le bien, plutôt que T1 studio. Pour rebondir là-dessus également, c'est vrai que même quand on choisit un bien, il faut faire attention à la typologie en fonction du secteur. Par exemple, si on voit que dans une ville, tout le monde est beaucoup plus friand de maisons ou de très grandes surfaces, on ne va pas l'investir dans un studio. Et on regarde aussi les flux migratoires de la ville, on regarde la composition. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes célibataires? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Et comme ça, ça nous permet d'adapter derrière et de choisir le bon lot pour la bonne ville. Okay. Puis une projection sur la sortie aussi. Alors sur la sortie, j'avais une question, c'est notamment, est-ce que vous arrivez à avoir des infos sur la typologie d'investisseurs, les ratios purs investisseurs, propriétaires, investisseurs Pinel, parce que le vrai sujet, c'est si mes copropriétaires sont tous comme moi, du Pinel veulent sortir soit à 6 ans, à 9 ou à 12 ans, tout le monde vend en même temps et les prix s'effondrent. C'est exactement, il faut au moins avoir 70% de propriétaires occupants, personnes qui achètent en résidence principale. Déjà, sinon, comme tu dis, tout le monde... La petite vieille bien chiante qui vérifie que les copros sont bien tenus. Voilà, ça va plus vite, même pour changer une lumière dans le couloir, s'il y a plus de propriétaires que de locataires. Sinon, c'est une vraie tannée. Et ça, on demande aux promoteurs. Donc, évidemment, en général, ils nous le communiquent parce que quand tu fais un contrat de réservation, tu as le contrat primo-accédant ou propriétaire et le contrat investissement locatif. Parce que maintenant, on est obligé de déclarer nos commissions, ce qui est bien d'ailleurs, en investissement Pinel. C'est transparent, donc il y a la loi. Avant, maintenant, on est baqué à, je crois, 10% maximum. Moi, j'ai jamais vu d'appartement à 10%, mais je sais que ça existe. La loi, je crois que c'est 10%. C'est 10% la loi. Voilà. Et à peu près, votre commission on est autour de moyenne 6%, nous, en moyenne. 4 et 6. Voilà, 4 et 6, en fonction que ça soit de l'Île-de-France, où il y a une forte demande. En agent immobilier dans l'ancien, c'est à peu près ce qu'il prend aussi, il prend entre 4 et 6. C'est le modèle économique qu'on va retrouver, effectivement. Et j'insiste, on le redit, on n'est pas une strate supplémentaire de coût, c'est intégré. C'est déjà intégré au prix. Il y avait une autre chose aussi, peut-être, à voir sur ce qui concerne la revente. Alors, bien sûr, 70% de propriétaires occupants, mais même malgré ça, parfois, on peut se retrouver au milieu d'une crise immobilière où il y a un manque de liquidité, on n'est pas devin. À ce moment-là, on peut transformer le Pinel en loueur meublé. Donc on va procéder à des amortissements et cette fois-ci, on aura du revenu sans fiscalité. Le temps de passer, on va dire, la tempête et de ne pas vendre à perte. Et à ce moment-là, après, ça nous permet de gagner. Sur la période, c'est un peu technique, mais le loueur meublé non professionnel, surtout au régime réel, en fait, vous pouvez passer une partie en amortissement comptable, ce qui fait que contrairement au Pinel où vous avez une réduction d'impôt, c'est-à-dire que vous devez 10 000 € d'impôt, vous avez fait un Pinel de 6 000, vous allez payer aux impôts que 4 000. L'avantage du loueur meublé non professionnel, c'est de payer le moins possible sur votre revenu, sur le loyer que vous allez recevoir. Exactement. Donc là, c'est une possibilité. Donc on peut amortir de 20 à 25 ans, jusqu'entre 20 et 25 ans. Ça veut dire que là, si par contre, tu as fait 9 ans de Pinel, malheureusement, tu as bouffé 9 ans d'amortissement. Mais tu peux le garder encore 11 à 15 ans supplémentaires en version loueur meublé non professionnel. Voilà. Ce qui te permet de laisser passer le flux peut-être massif de vente où beaucoup de gens veulent vendre à 9 ans. Okay. Ou d'avoir une rente défiscalisée pour la retraite, par exemple. Ça peut être une stratégie. Garder l'actif, parfois, pas forcément de vendre. Les personnes... Surtout si on a pris un bon emplacement. Voilà, les personnes qui achètent de l'immobilier neuf pour le mettre en loi Pinel, tout le monde se dit soit je vais revendre, soit je ne vais pas revendre. En réalité, il y a du temps qui passe, il peut se passer plein de choses dans la vie. Donc rendez-vous 11 ans après, parce que tu as les 9 ans plus les 2 ans de livraison. Peut-être que c'est plus judicieux de le garder. Voilà, exactement. Bien sûr. Exactement. Et je crois que les chiffres nationaux, c'est 50% des personnes qui le revendent au bout de 12 ans et 50% des gens qui le gardent. Donc c'est vraiment... c'est équilibré.
grosse critique au niveau du Pinel, il faut faire attention, un point de vigilance sur la réduction d'impôt. Donc oui, vous avez 6 000 € de réduction d'impôt, mais les vendeurs, souvent ce qu'ils oublient de dire, c'est que d'un autre côté, vous avez une augmentation d'impôt qui est due déjà, ça on l'a vu, les 20% de TVA. On va également payer une taxe foncière qui va créer de l'impôt et les revenus vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Exactement, ça, petit coup de gueule, hein, je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de vendeurs, surtout en bulle de vente, hein, de promoteurs, qui ne sont absolument pas des fiscalistes ni des gestionnaires de patrimoine, qui font des simulations avec... Il y a nos confrères aussi qui sont des vrais cow-boys, on va pas se cacher. Je voulais pas les taper, mais du coup, ils font des simulations avec une réduction d'impôt à 4 000 € pour un bien à 200 000 par exemple. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité. Comme tu dis justement, c'est de la location nue, on n'est pas sur du meublé. Du coup, les revenus sont des revenus fonciers, fiscalisés à la tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de prélèvements sociaux, hein, CSG, CRDS. Sauf que si j'ai fait du crédit, je peux déduire les intérêts d'emprunt, les charges de copro, ainsi de suite. Et du coup, comme dans un crédit, un crédit amortissable, il y a plus d'intérêts au début qu'à la fin. Au début, tu payes que des intérêts pratiquement et après tu rembourses. Donc il faut bien voir réduction d'impôt que vous donne le dispositif et augmentation de l'impôt qui est liée au fait que ça soit tout simplement un investissement immobilier. Exactement, parce que c'est dans une tranche à 41. Là, il peut avoir, ça peut aller très très vite en termes d'imposition. Ça peut carrément annuler la réduction d'impôt que tu as derrière. Donc, si je devais résumer sur le Pinel, c'est vraiment un investissement immobilier pur. Hein, c'est l'emplacement qui fera tout et c'est le sous-jacent immobilier qui fera la qualité ou non de l'investissement. Et la réduction d'impôt plutôt comme un bonus, plutôt comme une approche fiscale d'un placement immobilier, un peu comme on peut faire sur de l'MNP dans l'ancien ou même dans le neuf. Hein, parce qu'on peut très bien acheter un appartement en VFA pour le mettre en LMNP. Hein, ça peut être rentable même. Il faut vraiment que la réduction d'impôt soit la cerise sur le gâteau. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais c'est génial, je vais avoir une réduction d'impôt, etc. Avant ça, déjà, il faut vraiment se positionner sur le bien. Il faut voir les simulations sans réduction d'impôt aussi pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et après, effectivement, on profite de la réduction d'impôt de l'État et c'est bien mérité aussi parce qu'on participe à la construction de logements neufs dans des zones tendues. Donc, l'État offre cette carotte fiscale, entre guillemets, aux investisseurs. Et surtout, si vous avez un banquier, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou quelqu'un en bulle de vente qui vous dit que c'est un produit financier et fiscal, fuyez. C'est un produit immobilier, emplacement. Ouais. Et après, effectivement, on a de la réduction d'impôt. Et l'idée, c'est que vous avez 2 flèches pour votre arc. C'est soit vous jouez la carte de la réduction d'impôt, vous utilisez de la réduction d'impôt pour vous créer du patrimoine, ou à l'inverse, on va jouer plutôt le loueur meublé non professionnel. Pour là, vous n'avez pas de réduction d'impôt, mais par contre, vous recevez du revenu net d'impôt. Exactement. Voilà. Exactement. En fait, quand certaines personnes qui disent je vais faire un Pinel, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste une loi, vous achetez un appartement. C'est ça qu'il faut bien comprendre, comme tu l'as justement dit. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, on parle un petit peu de marché notamment. Ouais. Je pense que t'aimes bien, du coup, la zone, la frontière suisse. Est-ce qu'il y a pour vous, grosso modo, c'est quoi les bons plans Pinel en ce moment ? Les bons plans Pinel, ça reste des bons plans d'emplacement. Donc évidemment, il y a la région parisienne. Bon, après, le Grand Paris. Le Grand Paris, ça reste. Je pense que ça reste très intéressant. Création ligne de métro, ligne de RER. Les lignes de métro, lignes de RER, de tramway. De toute façon, il faut être proche de transport. Sur tout ce qui est ouest de la France, le souci, c'est que maintenant, sur Nantes, Rennes, toutes ces villes-là, qui étaient assez intéressantes il y a quelques années, maintenant, on est beaucoup trop cher. D'accord. Ça a flambé. Ça a vraiment flambé. Les villes post-Covid. C'est le souci. Sur Bordeaux, ça reste encore attractif suivant les secteurs. Hein, c'est toujours pareil, il ne faut pas non plus dépasser. Attention aussi, tu me fais penser avec Bordeaux, aux communes qui ont des impôts locaux hyper élevés. Ouais, c'est ce qu'on peut trouver à Bordeaux surtout. Donc ça c'est, mais ça dépend des secteurs. La Côte d'Azur, je suis pas hyper friand. On n'est pas hyper friand au sein du cabinet parce que les prix sont les mêmes que des communes limitrophes à Paris. Donc on estime qu'il y a peut-être plus d'intérêt d'investir justement dans des villes parisiennes. La frontière franco-suisse, il y a de l'intérêt. Surtout que maintenant il y a le CEVA. Je ne sais pas si c'était au courant.
C'est un train un peu comme une sorte de RER qui passe toutes les 10 minutes, et c'est un peu une révolution pour le secteur. Et c'est vrai que avant, tu avais les ferries qui allaient notamment, je crois, de Thonon, qui faisaient Lausanne et Genève. Et puis les embouteillages à la frontière, c'était horrible. Maintenant, c'est bien. Et c'est vrai qu'autour de ces gares, tu vois, même en dehors du Grand Paris, autour de ces gares de Ceva, sur tout le Chablais français, tu as une augmentation des prix mètres carrés qui à prévoir. Oui, pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent en Suisse se mettre autour de ces gares, forcément. Parce que l'immobilier en Suisse étant inaccessible. Hors de prix. Les salaires sont beaucoup plus intéressants, évidemment, donc il y a beaucoup de frontaliers. Est-ce que du coup, tu ne vas pas avoir un souci sur les limites de revenus de tes locataires ? Justement, il faut être très vigilant. C'est une très bonne question. Très vigilant là-dessus. Exactement, il faut faire attention parce que le mec est payant en francs suisses, il a des salaires. Il n'y a pas que ça dans ces zones-là, il n'y a pas que des personnes qui travaillent en Suisse. Non, il n'y a pas que des banquiers. Je ne veux pas avoir cette vision. Si des Suisses nous écoutent, je ne véhicule pas de clichés sur les gens qui travaillent en Suisse. Il y a plein toute une économie locale aussi, de revenus modestes, des gens qui... Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et qui ont besoin de se loger. Exactement. Et en plus, ce qui est parfait, c'est que là, pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure de mettre des Pinel en LMNP après, ou d'acheter carrément dans le neuf pour le mettre en location meublée, évidemment, il faut voir la profondeur de marché sur du meublé quand on fait ça. Et pour le coup, la frontière franco-suisse, tu as une profondeur de marché qui est assez intéressante pour du meublé. Donc tu peux aussi partir sur l'hypothèse de ne pas du tout le mettre en Pinel et d'acheter un bien dans le neuf pour le mettre en meublé, pour avoir, pour le coup, quelqu'un qui gagne très bien sa vie en Suisse. Pas de plafond de revenus avec le meublé, contrairement au Pinel. Voilà. Donc, ok. Et du coup, Léonard, toi, tu as une zone de prédilection ? Moi, j'aime bien les villes qui se trouvent autour de Bordeaux, mais sinon vraiment beaucoup de régions parisiennes, parce que nous, on part du principe que si on ne veut pas se planter, on va dans les zones les plus tendues en termes de logement. On fait toujours attention, toujours avec le cahier des charges qu'on a développé au sein du cabinet Novalia. Du coup, on fait toujours quand même très attention au PLU, à voir ce qui va se construire, parce que le Grand Paris, moi je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de marketing autour de ça. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir de très belles choses, mais il faut toujours avoir un œil critique et se dire, est-ce que ça va aller au bout ? Voilà. Est-ce que ça va être le Grand Paris ou le Grand Foutoir ? On ne sait pas non plus. Il y a beaucoup de chantiers. Il faudra voir aussi ce qui pousse, où ça pousse. Il va falloir faire très attention. Tout ne prendra pas, sous prétexte d'avoir une gare. C'est vrai qu'il y a des endroits, malheureusement, qui vont être les grands perdants à chaque fois. Toujours garder ce cahier des charges très précis, notamment aussi sur les flux migratoires, les PLU très importants, les matériaux de construction. Il ne faut jamais se dire, je vais avoir un métro là qui va sortir dans le 93, donc ça y est, c'est gagné, je vais faire ma plus-value dans 10 ans. Non. Parce que si on n'a pas surveillé tous les autres points de vigilance, il y a de grandes chances de se planter. Le marché anticipe aussi, faut y penser, parce que forcément, tout le monde a la carte du Grand Paris, il n'y a pas que vous qui avez l'idée d'acheter à côté d'une future station de métro. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes investissements perso, notamment sur la ligne 14. Et je suis encore étonné de voir des gens, ou même dans Paris, Pont-Cardinet, qui découvrent et qui commencent que maintenant. Sauf que ça fait 10 ans. Et les prix ont déjà pas mal réagi, là. Oui, les prix ont réagi, mais ils continuent un petit peu à réagir. Je pense notamment à Saint-Ouen, à Carrefour Pleyel. Et malgré ça, il y a encore des gens qui vont venir parce que, je sais pas, soit l'info n'a pas circulé, alors que la ligne 14 a mis beaucoup de temps et du retard. Et que, mais il faut quand même surveiller ça et que, comme vous disiez, les PLU, on est passé très vite sur attention sur quand vous avez une simulation par n'importe quel professionnel en Pinel, bien vérifier que le loyer qui est mis dans la simulation correspond au loyer de marché et pas forcément de Pinel. Parce qu'on dit que le Pinel a un loyer plus faible, il peut avoir des anomalies où le loyer Pinel est au-delà du loyer de marché. Exactement. Donc, c'est faire hyper attention. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des estimations par des agences, comme toi, j'imagine, des agences locales, parce que sinon, si on se rend compte que forcément, ce qui arrive... Alors, en zone A, ça peut arriver parce que, encore une fois, la zone A, c'est toute l'Île-de-France urbanisée. Donc, dans certains endroits, dans le 91 par exemple, il peut y avoir des loyers de marché pratiqués librement plus faibles que des plafonds Pinel. Et des fois, des différentiels de 10-20%. Donc,
c'est vrai ce qui peut fausser les simulations et ce qui peut faire des simulations très très belles du coup, parce que vu que les prix sont plus faibles dans ces endroits-là. Donc là, il y a des gens qui vont plus ou moins honnêtes, qui vont totalement malhonnêtes, qui vont s'engouffrer là-dedans. Donc parfois par incompétence, faut pas non plus traiter tout le monde de malhonnête, parce que c'est vrai que des fois ils sont totalement incompétents en la matière aussi. Donc faire très attention. Et également sur la partie, donc là on arrive en fin de podcast, sur la partie financement, parce qu'on a aussi un écart de financement entre le neuf et l'ancien, si vous pouvez expliquer un petit peu tout ça. Alors sur le financement, donc déjà maintenant ça se resserre, hein, on l'a vu. Voilà. Il faut mettre un petit peu d'apport. Maintenant c'est obligatoire par les banques. Donc le financement à ce qu'on appelait à 110%, donc frais de notaire inclus dans le financement n'existe plus. Bon, en général nos clients mettent les frais même de notaire. Dans le neuf. C'est très compliqué. Ça dépend des loyers en face évidemment, mais c'est très compliqué. Même dans le neuf, ça peut encore se produire, mais sur des prêts sur 25 ans, les banques n'aiment pas. Sur 20 ans, c'est encore possible d'introduire les frais de notaire. Il y aura les garanties bancaires aussi à payer. Hein. Mais la banque va accepter. Pourquoi ? Parce que dans le neuf, tu leur fais rentrer 2,5 dans le prix, tandis que dans l'ancien, tu es à 7,5, 7, entre 7 et 8. Mais c'est quand même bien de mettre les frais de notaire en apport, hein, de toute façon. Le bien est financé toujours à 100%, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, c'est vrai qu'on pourra revenir, c'est vrai que c'est en fin de podcast, donc on n'a plus forcément le temps, sur les financements. Est-ce qu'on peut faire entre 20 et 25 ou 15 ans ? Même 27 27 maintenant, ça va jusqu'à 27 avec ans. Avec le délai de livraison, donc on amortit sur 25 Exactement. Avec 2 ans de livraison. Donc c'est ce qu'on se disait en off, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait cette étude neuf ancien, il faut aussi prendre en compte pas forcément uniquement le prix facial, il faut les frais, l'intermédiation et également quel est le meilleur moyen de financement. Exactement. Parce que parfois, il faut peut-être mieux acheter, quand en début de podcast, on disait que le neuf pouvait être entre 20 et 30% au-dessus du prix de l'ancien, sauf que si on réduit avec les frais de notaire, pour peu qu'on soit fait, idéalement offert les frais de notaire par le promoteur, là on va passer à 15% d'écart et là peut-être qu'un meilleur financement avec des conditions plus sympas va venir manger cette marge au final. Exactement, c'est ça qu'il faut faire très attention. De toute façon, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise opération en Pinel, hein. C'est comme dans tout, faut être pragmatique, faut être vigilant, faut avoir un cahier des charges et faut enlever tout affect. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Bien sûr. Et surtout, on va prêcher pour notre paroisse, mais être accompagné. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention, parce que l'accompagnement, il ne faut pas non plus être avec quelqu'un qui va placer un produit pour placer un produit. Sûr. Mais se dire, moi j'ai besoin d'avoir toutes ces infos, je ne les ai pas forcément. Je pensais que Bordeaux était peut-être un bon plan. Finalement, c'est ce qu'on a dit au début de podcast, pour un prix au mètre carré au même prix, il faut peut-être mieux que j'achète à Asnières-sur-Seine, certes dans un quartier qui n'est peut-être pas le Asnières bourgeois, mais avec la ligne 13, l'arrivée à un développement de ça. De plus en plus, pourquoi pas, bien faire attention à prendre les extérieurs, des appartements avec des extérieurs. Je pense que dans un contexte immobilier post-Covid, les grandes surfaces sans extérieur vont souffrir en termes de prix, même si on parle de 5-6 mètres carrés de balcon. Non, mais c'est très important. Toujours ça. Moi, je m'interroge à titre personnel de plus en plus les rez-de-jardin, pas forcément les rez-de-chaussée sur rue, mais les rez-de-jardin, c'est une vraie question qu'on a également. Les rez-de-jardin qui étaient délaissés et donc avec des prix qui sont parfois bien plus faibles que les derniers étages plein sud. Et pour le coup, là, c'est parce que le promoteur marge moins. Donc ça peut aussi avoir de l'intérêt pour récupérer de la renta. Exactement. Après, je finis juste sur le fait d'être bien accompagné. Tu as entièrement raison. Après, en général, on distingue rapidement des conseillers en gestion de patrimoine et des vendeurs dès le premier rendez-vous, quand nous, on a une approche globale. Hein. Voilà, tout ça dans ton cabinet, que ce soit dans notre cabinet, on a une approche globale sur la situation. Et c'est après qu'on vient à parler de produits, éventuellement de la et de multi-produits. Voilà, de multi-produits. Et on met en comparaison différents produits. Explication aussi, expliquer chaque produit plutôt que de pousser les produits. Plutôt essayer de les expliquer, de les faire comprendre. Et une fois que la personne
se sent à l'aise avec un produit, bon, si ça ne correspond pas à sa situation, on sera obligé de lui dire aussi que c'est peut-être mieux d'aller vers un autre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vraiment, elle comprenne toutes les solutions qui s'offrent à elle. Alors qu'un conseiller qui arrive chez vous, parce que ça arrive, hein, malheureusement ça arrive encore, et qui vous parle que de loi Pinel en faisant 2-3 graphiques sur une feuille de papier. Et j'ai de l'eau, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, faut partir en courant. Malheureusement, c'est pas... Peut-être que ce sera un produit intéressant qu'il proposera, mais en tout cas il n'aura pas de réelle expertise, et si c'est un produit intéressant, ce sera plutôt un coup de bol, quoi. Pour résumer les points de vigilance, donc c'est faire attention emplacement. La réduction d'impôt n'est que la cerise sur le gâteau. Exactement. Faire attention que cette réduction d'impôt peut être grévée par de la création d'impôts du fait des taxes foncières, l'impôt sur le revenu. Voilà, faire des simulations, hein, tout simplement. Voilà, faire des simulations en mettant toutes ces infos-là. Regardez peut-être les surfaces un peu plus importantes et arrêtez d'être omnibulé par les plafonnements de 300 000 et 5 500 du mètre carré, à condition que pour les 5 500 euros du mètre carré, on y gagne au niveau patrimonial, aller dans des communes un peu plus... Bien sûr, après il faut gagner, hein. C'est sûr qu'encore une fois, Clermont-Ferrand, ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. 300 000 euros, si je casse les prix parce que je vais sur un budget un peu plus élevé, regardez aussi cette opportunité et pas se mettre des œillères en se disant je ne veux pas investir plus de 200 000 ou 250 000 euros parce que là, c'est là où on se retrouve dans des bains compliqués. Les loyers, toujours des loyers de marché, pas forcément des loyers Pinel. Bien faire attention aux revenus de ces futurs locataires pour ne pas être requalifié fiscalement. Vous voyez d'autres choses? Faire attention aux promoteurs aussi, quand même. Promoteurs, la réputation de promoteur, c'est notre job aussi de les auditer. Exactement. Exactement. Se mettre en contact avec les mairies aussi pour voir ce qui va se construire autour. On les PLU. Et puis, comme tu le disais si bien, le taux de propriétaires occupants dans les logements. En région parisienne, c'est pas vraiment un sujet, mais c'est vrai que je ne veux pas taper encore sur Toulouse, mais en banlieue toulousaine, on peut avoir des choses qui sont exclusivement vendues par des réseaux entre guillemets de gestionnaires patrimoine, plutôt des vendeurs de défisques qui vendent ça 100% de loi Pinel, quoi. Enfin, encore maintenant. Hein, donc ok. Bon, voilà. On a fait le tour. Comme on arrive aux fins de podcast, avez-vous une recommandation à nous proposer? On en a même deux. Une chacun, du moins. Oui, une chacun quand même. Alors moi, j'ai une appli à recommander, ça s'appelle Daily Art. Daily Art. Voilà. C'est une appli assez sympa. Chaque jour, ça propose une œuvre d'art. En général, c'est un tableau. Alors, c'est des œuvres assez connues, mais ça nous permet de les redécouvrir, ou des œuvres inconnues, avec des tips dessus, l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'œuvre, et c'est assez sympa. D'accord. C'est une par jour. C'est juste pour de la culture ou c'est en vente? Non, c'est gratuit, c'est juste de la culture. D'accord, l'œuvre n'est pas en vente. Non, c'est des œuvres, c'est un coût assez élevé en général. D'accord, ok, on va te parler de la peinture d'un certain peintre. Voilà, et chaque jour, tu as ta petite peinture et c'est super sympa. Ok, voilà, mais ça prend 2 minutes à lire. Pour briller pendant les dîners familiaux entre amis. Et écoute, moi, ma reco, c'est pas parce que c'est une cliente du cabinet que j'en parle, mais je trouve que c'est vraiment une fille géniale, en fait, qui a une vie... assez compliqué et qui se produit en fait. Donc là au Palais des Congrès, vendredi 18, je pense que la vidéo passera la semaine prochaine, donc là c'est trop tard, mais il y a d'autres dates partout en France et en réalité elle raconte son histoire. Elle fait intervenir pas mal de personnes. Voilà, c'est plutôt orienté développement personnel, essayer de surmonter les épreuves qui peuvent survenir dans la vie. Vous noterez ma passion pour le développement personnel dans les autres podcasts. Exactement. Je t'en prie, je veux pas tuer ta recours. Développement personnel, et voilà comment remonter la pente quand on a vécu des choses difficiles dans sa vie. D'accord, son nom? Tu n'as pas dit son nom, ouais. Magali Dardet. Magali Dardet, c'est Craquer le Code. Ça s'appelle Craquer le Code. Voilà. Et le site, c'est craquerlecode.com. Et du coup, tu peux aller voir, il y a des places encore partout en France sur sa tournée. Il y a une tournée dans la France entière, il y a des intervenants, il y a pas qu'elle qui passe, il y a notamment un ancien banquier suisse,
peut être intéressant pour nous. Il y a des sportifs de haut niveau. Enfin, c'est hyper intéressant. D'accord. On trouve les billets sur quoi? Billets Réduc, la Fnac. Vous allez sur craquerlecode, craquellecode.com. Et vous trouvez des billets dans toute la France. C'est assez festif. Hein, voilà. Ok, super. Super. On la mettra en mention quand on va un peu communiquer. Super, ça nous fera plaisir. Voilà le podcast. Donc, quant à moi, ma reco est un podcast pour les gens qui sont amateurs de trolls et de, même pas second degré, millième degré. Ça s'appelle Numérico. C'est un podcast qui se moque des gens dans le digital. Voilà, c'est beaucoup d'amis là. De Clubhouse, mais toujours avec bienveillance. D'ailleurs, il se moque beaucoup des gens qui sont bienveillants. Voilà, dans le milieu du digital, ça s'appelle Numérico et c'est fait par un Alex Cariou que vous pouvez retrouver sous le pseudonyme. J'ai noté Instagram du coup, Alex_UOIRAC et surtout son super compte Twitter Sylvain Fit. Et c'est du millième degré et c'est très 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 drôle et assez loufoque. Donc allez écouter Numérico, disponible sur Apple Podcast, Spotify et voilà toutes les plateformes. Éveillé ma curiosité là. Super, ça a été vendu. Du coup, Novalia Patrimoine, on vous retrouve où? Si des gens veulent vous contacter, comment ils font? Alors sur LinkedIn, sur Internet aussi, on a un site, novaliapatrimoine.fr. Et on est sur Paris, mais on a des conseils dans toute la France. Hein, donc il n'y a pas de souci, on n'est pas sectaire. Ok. Vous voulez peut-être laisser une adresse mail le site internet, le site directement, internet, c'est redistribué. Voilà, exactement. Et puis n'hésitez pas aussi à nous ajouter sur LinkedIn également. Hein. On est quand même, nous on est très proche de nos clients, donc si quelqu'un a des questions par rapport à ce passage, qui viennent directement sur LinkedIn, ce sera très bien aussi. Super. Quant à moi, je vais faire ma YouTubeuse. À vous dire que j'ai toujours des pourcentages faibles d'abonnés. Il faut simplement s'abonner sur la page YouTube et surtout sur les pages d'Apple Podcast, Spotify. Comme ça, vous allez avoir les épisodes en direct et vous n'allez pas en rater. Puisqu'on va lancer, on est en train de réfléchir sur un nouveau concept pour la saison 2. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que vous n'allez pas faire des opérations catastrophiques pour réduire vos impôts. C'est bien aussi, on ne l'a pas dit, de payer de l'impôt. Donc faites attention et faites pas ces genres d'opérations uniquement pour l'impôt, mais surtout pour vous créer du patrimoine. Merci beaucoup. Merci à toi, Johan. Au revoir, la semaine prochaine.